Cette semaine à l'émission Parlons politique, c'est la deuxième partie de mon entretien avec Paul Crête, ancien député bloquiste de la région. Alors, bonjour, Monsieur Paul Crête. On est de retour ensemble pour la deuxième partie de l'émission Parlons politique parce qu'il y a beaucoup de choses à parler avec vous. Vous avez eu une vie politique quand même bien remplie. On a parlé la semaine passée de votre passage au Bloc québécois. Vous avez quitté pour le provincial. On a parlé beaucoup de votre côté souverainiste, que je pense que les gens ici connaissaient vos allégeances. Mais là, moi, j'aimerais parler du Bloc québécois en tant que tel. Maintenant, là, avec toutes ces années qui ont passé, est-ce que vous trouvez que, tout d'abord, est-ce que le Bloc a encore sa pertinence? Est-ce que ça l'a changé pour le mieux, pour le pire? C'est quoi votre évaluation, votre vision du Bloc maintenant? La première chose, c'est que je trouve ça fantastique qu'un parti qui dit aux citoyens, nous ne serons pas au pouvoir, mais vous êtes le meilleur choix pour les Québécois à Ottawa. C'est une opportunité fantastique. Et il y a une partie d'utopie là-dedans qui nous permet de mettre de l'avant des idées, des projets en politique internationale, entre autres, qui contribuent pas seulement au Québec, qui contribuent aussi au Canada. Donc, mais en même temps, le défi pour le Bloc, c'est comment on assure cette présence-là et comment on fait l'équilibre entre notre souhait de contribuer à la réalisation de l'indépendance du Québec et de l'autre côté, la défense des intérêts du Québec. Ça a toujours été ça, le jeu de balance. Ouais. Actuellement, le Bloc a la chance inouïe d'avoir un leader en Yves-François Blanchette qui est au diapason de l'opinion publique québécoise. C'est quelqu'un qui a une vision très ouverte de l'avenir, puis qui se dit ouvertement indépendantiste. Donc, il n'y a pas de cachette là-dessus. Le Bloc, là, ce qu'il vit actuellement, c'est le défi de tous les partis d'avoir des gouvernements minoritaires qui se succèdent. Parce que lorsqu'un gouvernement minoritaire, un deuxième, les idées politiques s'usent. On n'a pas le temps de refaire des congrès, de rediscuter avec les gens. Et il faut que ça pour l'avenir du Bloc, il faut absolument que l'année qui vient, le Bloc soit capable de faire ce lien-là avec la population parce que la réalité politique change. On est passé dans le temps d'un gouvernement du Parti québécois qui faisait un référendum en même temps qu'on était là, à maintenant, puis on a passé à travers les gouvernements libéraux, mais là, on est avec M. Legault à Québec, qui est premier ministre du Québec. Le Bloc, lorsqu'il y a des prises d'opposition qui sont celles du Québec, les défend. Ça oblige à des compromis, ça, parce que la position de M. Legault, la position du Parti québécois, la position de QS... On l'a vu aux dernières élections. Hein? Ça peut bouger. Mais le défi qu'on a, c'est de toujours être logique avec nous autres, qu'on défend les intérêts du Québec, donc on doit respecter les décisions du gouvernement du Québec. Et les Québécois ont la chance de se prononcer aux élections provinciales sur ce qu'ils veulent à Québec. Puis en même temps, le Bloc, il y a des champs de juridiction fédérale dans lesquels il peut être original, il doit être original. Il a, dans le passé, prouvé des choses là-dessus. Donc, aujourd'hui, le Bloc a toujours sa pertinence, mais à chaque élection, c'est un défi majeur de dire à la population, votez pour nous autres en sachant qu'on ne sera pas au pouvoir, considérez si c'est votre meilleur choix. Et c'est lié aussi à toute la contingence de l'actualité. Là. Si M. Trudeau s'en va puis est remplacé par quelqu'un d'autre, chez les conservateurs, on ne sait pas qui va être chef. Est-ce que ça va être un progressiste conservateur comme Jean Charest ou ça va être un conservateur plus de droite comme M. Poilievre ou quelqu'un d'autre? Tout ça vient jouer Donc, les campagnes électorales, eux autres mêmes, ont beaucoup, beaucoup changé. Là. Imaginez-vous, moi, quand j'étais député, là, on s'assurait d'avoir un communiqué pour l'hebdo qui paraissait la fin de semaine, avoir une sortie de temps en temps dans les nouvelles régionales. Maintenant, ça prend les nouvelles à tous les jours en campagne électorale. Les médias sociaux, à chaque fois qu'on
qu'on dit une chose, c'est écrit sur les médias sociaux, il y a 55 personnes qui réagissent, 28 pour, 22 contre, 28 contre, 25 pour, en tout cas. Puis le débat est très acrimonieux des fois. Donc, ça, c'est une nouvelle réalité avec laquelle on a à vivre. Puis il y a les situations imprévues, comme là, la pandémie. Personne n'avait prévu ça. Donc, comment le Bloc se situe là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait pour parler d'une solution facile? Regardez sur la loi, là, les mesures d'exception que M. Trudeau a mis de l'avant. Lorsque M. Legault dit, nous autres, au Québec, on n'en a pas besoin parce qu'on a organisé nos réactions aux manifestations de façon correcte, bien, pour le Bloc, c'est facile d'avoir la même position. Mais s'il y avait une position plus nuancée, bien là, il y a des secteurs dans lesquels c'est plus, c'est plus difficile. Mais la réponse à ça, c'est de toujours être connecté avec la population le mieux possible. Puis là, je fais un petit aparté, mais les comtés que j'ai représentés, si vous regardez ça, là, depuis 1993, où j'ai été élu, je succédais à un député conservateur, mais depuis ce temps-là, il y a eu un député du pouvoir pendant une année. Le premier mandat de M. Bernard Généreux, où il avait été élu pendant une partielle. Les 30 quelques autres années, c'est toujours des députés d'opposition. On est une circonscription qui n'a pas peur d'aller dans l'opposition et ça vient d'un passé qui est lié même au Parti créditiste. Vous êtes trop jeune de souvenir de ça. Où ça, mais le Parti créditiste, c'est un parti qui était très près des citoyens. Il y avait des députés très près des citoyens et il y en a un qui était dans le Kamouraska, Charles Eugène. Lui, quand moi j'ai été élu député, quand les gens voulaient dire que j'étais un bon député, ils me disaient, toi, tu travailles comme Charles Eugène. Parce que, donc, c'est une circonscription qui n'a pas peur d'élire des députés qui vont être dans l'opposition, même si à chaque élection, le discours est toujours là du côté du pouvoir. Si vous voulez des subventions, si vous voulez être écouté par le gouvernement, il faut élire un député du gouvernement. Bien, la population de ce comté-là, que ce soit pour m'élire moi, que ça a été pour élire le député du NPD, que pour élire Bernard Généreux. Conservateur, oui. M. Généreux aurait pu être au pouvoir. Moi, le Bloc, la différence, c'est que nous autres, on le dit dès le départ, on va être dans l'opposition. Mais il n'en reste pas moins que la population a élu des députés d'opposition presque tout le temps depuis près de 40 ans. Donc, ça, c'est une caractéristique sociologique importante de notre coin de pays. Donc. Oui, mais comment vous expliquez que, justement, que le Bloc québécois, il ne gagne plus? Là? Est-ce que c'est à cause du changement de circonscription, un changement de mentalité? Les personnes qui représentent le Bloc québécois, est-ce qu'on choisit les bonnes personnes pour les représenter ici? Comment vous pouvez l'expliquer que le Bloc québécois, il a disparu ici, là? Ça fait des années que c'est représenté par le député Bernard Généreux là, du conservateur. Les explications de chacun peuvent se valoir, là, mais une partie de l'explication, c'est que le comté, maintenant, c'est Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montmagny-Lillet. Oui. Montmagny-Lillet, c'est une partie de la circonscription qui est très fédéraliste, qui a une tradition de vote libéral et conservateur très forte. Au niveau fédéral, il y a déjà eu Jean Lesage, qui, avant d'être premier ministre du Québec, a été député fédéral de ce territoire-là. M. Blais pour les conservateurs aussi. Donc, c'est une partie de circonscription qui est plus difficile pour le Bloc, de façon très, très, très claire et très nette. Il y a cette réalité-là. Ensuite, c'est que lorsque moi, j'ai quitté la tâche, comme ça faisait déjà 15 ans que j'étais député, peut-être que le côté animation des militants puis de générer une relève, on ne l'avait pas fait suffisamment. Et on n'a pas... Parce qu'il faut des gens qui deviennent députés qui correspondent sociologiquement à la population qu'ils représentent un peu. Il faut qu'ils soient voulus par la population puis qu'ils s'identifient à cette personne-là. M. Généreux est quelqu'un qui est originaire de la région puis qui s'est impliqué, était maire de la Pocatière. Lui, comme tous les autres députés, habituellement, le premier mandat qu'on gagne, c'est plus par notre chef qu'on le gagne. M. Généreux, avec M. Harper, il était premier ministre. Et, ouais, donc, ce bout-là, au début,
il a gagné avec ça, mais après, il s'est développé une approche personnalisée Oui. et les citoyens s'identifient à cette personne-là. C'est une caractéristique des milieux ruraux, ça, plus qu'urbains. Ah oui, de s'identifier à son député, d'être plus Oui. proche que, mettons, dans les Regardez, grands centres. à Montréal, là, vous êtes sur un coin de rue, puis c'est un comté, puis l'autre coin de rue, c'est un autre comté. C'est vrai. Puis vous demandez aux personnes, il y a à peu près personne qui connaît son député. Tandis que si tu es à Saint-Éluthère ou si tu es à Mont-Carmel, ben, d'abord, je parlais dans la première émission, il y a la région médiatique créée par nos médias, vous autres, les TV communautaires, mais aussi les postes de radio privés, la télévision, fait qu'il y a un sentiment d'appartenance. Il y a une famille qui existe là. Et donc, la personne qu'on élit, c'est important qu'il y ait des atomes crochus avec. Oui. Donc, il y a le sentiment l'étendue. aussi avec le député, la personne, l'humain hein, qu'on veut voir, la transparence de notre député. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on va peut-être pas... Peut-être qu'on n'élit pas nécessairement le parti, mais peut-être plus l'homme, le député aussi. Oui, bien, c'est tout ça. Là. On élit une personne pour un parti politique, OK, dans une élection donnée. Donc, puis quand tu votes pour une personne. Mais nos campagnes électorales sont faites que 80 de la campagne se fait par les campagnes des chefs. Moi, je donne tout le temps ça comme image. Si une journée, ton chef a fait une bonne journée, puis toi, tu t'es enfargé dans tes lacets, c'est pas grave. Si le chef s'est enfargé dans ses lacets, mais toi, tu as fait la meilleure journée, tu perds 5 pareil. Ouais. Les campagnes de chefs sont très importantes. Les conservateurs, les dernières élections, à la grandeur du Québec et du Canada, il y a eu beaucoup de difficultés. Ça aurait dû permettre à d'autres options, soit du Bloc ou des libéraux, dans la circonscription de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montmagny-Lillet, de prendre la place, mais la candidature libérale fédérale n'était pas à la hauteur, je pense, de ce que ça demandait. Puis au niveau du Bloc, on avait un bon candidat la dernière fois, mais c'est pas quelqu'un qui était imprégné dans son milieu depuis 7 ans. Et il n'y avait pas une vague à la dernière élection. Ouais. Moi, quand j'ai été élu la première fois, il y avait une vague pour Lucien Bouchard et pour le Bloc. Ce coup-ci, il n'y avait pas de vague. C'était le calme plat. Les gens ne voulaient pas d'élection. Donc, ils ont fait un papier collé de la dernière élection. Mais ça n'enlève rien à Bernard Généreux de pouvoir, de bien représenter cette circonscription. Oui, ça, tout à fait. Et même, dépendamment des fois du parti, hein, quand il y a un citoyen qui a besoin d'aide, ben c'est pas grave s'il n'est pas pour les conservateurs, il a besoin d'aide, il va aller voir son député pour avoir de l'aide. Et là, moi, peut-être par curiosité, là, je suis pas une groupie en général, mais quand même, vous avez côtoyé des gens... disons, importants dans notre société. Je parle de Lucien Bouchard, Jacques Parizeau. Parlez-nous un peu de ces gens-là. Comment ils étaient en personne, ces gens-là? Est-ce que c'était des gens plus grande nature? Comment qu'ils étaient? Sympathiques ou plus, je sais pas, plus direct, plus sévère, plus... Comment vous le trouviez, là? Tout d'abord, M. Lucien Bouchard. M. Bouchard, moi... Contrairement à vous, j'étais un peu un groupie de lui parce que quand j'ai été élu député la première fois, lorsqu'on a eu notre premier caucus, j'avais l'impression d'être dans une autre planète. Là. Je suis rendu sur la même patinoire que Lucien Bouchard. Donc, M. Bouchard, c'est quelqu'un qui avait un sens de la négociation et de la stratégie extraordinaire. C'est aussi quelqu'un qui entrait facilement en contact avec les gens. Et en plus, c'est qu'il a vécu une expérience très spéciale lorsqu'il a été malade, qu'il a été amputé de sa jambe. Là, ça a créé une relation avec les Québécois fascinante. Là. Il était quasiment vu comme un survivant, comme s'il avait été ressuscité. Donc, mais c'est un homme pragmatique et qui savait très bien s'entourer. Ensuite, dans l'équipe, j'ai travaillé beaucoup avec M. Gauthier, qui était, quant à moi, le meilleur orateur en chambre, un député qui adorait le travail du Parlement, peut-être moins le travail en circonscription, mais qui était excellent. Par exemple, lorsque M. Bouchard se levait à la période des questions, puis qu'il avait besoin d'une relève comme deuxième intervenant, Michel, c'était un bonhomme extraordinaire pour ça.
Gilles Duceppe, c'est un grand travailleur, un acharné, quelqu'un qui croit beaucoup au travail bien fait, puis de connaître ses dossiers. Je pense que je n'ai pas vu personne connaître mieux ses dossiers que lui. Ah oui. Donc, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait un charisme comme M. Bouchard, disons. Il n'y avait pas de marge de crédit de charisme. Donc, c'était sur sa compétence, sur le fait que les dossiers, il les connaissait profondément, il les traitait. Donc, chacun avait ses caractéristiques. M. Parizeau, c'est que c'était le symbole de la personne qui était sans concession par rapport à la question nationale, par rapport à l'indépendance. Dans les plus beaux cadeaux de ma vie que j'ai eus, c'est d'avoir mangé au Saint-Patrice, à Rivière-du-Loup, en tête-à-tête avec. Wow! Il faisait une tournée du Québec, puis c'était une période où ça allait pas si bien que ça. Donc, il voulait avoir le pouls de comment ça allait à chaque place. Et cet échange-là va rester dans ma vie. Parce que M. Parizeau, je ne suis pas du même ordre, mais il se définissait beaucoup comme un militant. Puis, M. Parizeau, c'est celui qui pouvait être allé en Gaspésie lorsqu'il était chef de l'opposition et qu'il y avait 4 personnes dans la salle. Après ça, une autre dans Baie-des-Chaleurs, 2 personnes dans la salle. Mais sa motivation était toujours là et il croyait beaucoup au militantisme. Donc, à l'intelligence des gens aussi. Il était conscient de sa compétence, de sa valeur, mais je pense qu'il faisait partie de cette génération-là, M. Parizeau, M. Landry, M. Bouchard, M. Duceppe, une génération pendant laquelle le Québec a explosé. C'est des gens qui étaient dans la vingtaine ou la trentaine des années 60, puis qui se sont impliqués en politique. Et celui qui m'a le plus inspiré, c'est M. Lévesque. Là, cette année, on fête ça aurait été son 100e anniversaire de naissance en 2022. M. Lévesque, je pense, c'est l'inspirateur de tout ce monde-là. Je pense que sa valeur principale, c'est de nous avoir convaincus qu'il fallait que les choses se fassent par voie démocratique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la crise d'octobre en 1970. Le Québec chambranlait sur l'utilisation des moyens plus violents, puis je ne veux pas juger les gens qui le faisaient, mais M. Lévesque a canalisé ça dans le Parti québécois. Il a réussi, lui, à demeurer chef, malgré qu'il avait perdu des élections comme chef du PQ en 70, en 73. C'est en 76 qu'il a regagné. Donc, cette ténacité-là, le fait d'être complètement indépendant des valeurs d'argent, puis la façon dont il avait foi dans la voie démocratique. Puis il avait vécu des choses comme il avait été un des premiers à voir les camps de concentration en Allemagne pendant la guerre. Donc, il relativisait bien les choses, là, ce qui était vraiment important, ce qui l'était moins. Donc, moi, je pense que j'ai eu la chance de vivre avec une génération politique extraordinaire. Le modèle, la façon de faire la politique a changé beaucoup. Là. Il y a 40 ans, la clip de 30 secondes n'était pas importante comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le discours de 25 minutes, là, j'écoutais hier le point de presse de M. Trudeau. Il y avait M. Trudeau, il y avait après ça la ministre des Affaires étrangères. Bien, RDI, ils ont écouté M. Trudeau pendant 8 minutes, puis après ça, ils ont coupé. Puis la ministre des Affaires étrangères, ce qu'elle disait, c'était aussi important pour l'Ukraine que l'autre. Bien sûr. Mais le média, les chaînes permanentes 24 heures, ça amène à bouffer de l'information de façon... faut savoir être critique de ça aussi. Oui, bien surtout... là, je m'éloigne un peu de votre question. Non, mais c'est surtout que si on en prend des petits bouts, on est hors contexte aussi des fois. T'sais? Il faut avoir aussi l'ensemble aussi de l'information, tu sais. Parce que des fois, c'est pas pris dans le bon contexte. Puis si j'avais à donner un message à des citoyens, c'est de savoir être critique par rapport à ce que soit comme information. Tout à fait. Ne jamais croire automatiquement que ce qu'on nous dit sur l'Ukraine, c'est ça qui se passe. De temps en temps, d'aller écouter TV5 parce que la vision européenne de cette réalité-là puis la vision nord-américaine peut ne pas être la même. Puis il faut être capable de développer une vision critique. Et c'est vrai des événements internationaux, comme c'est vrai de ce qui se passe dans plus proche de nous, dans notre pays. La dernière crise à Ottawa, là,
c'est important que les citoyens soient capables de faire la part des choses là-dessus. Puis, fondamentalement, moi, je crois toujours au gros bon sens de la population. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous voyez, vous, en 2022, quelqu'un qui se rapproche d'une mentalité de René Lévesque? Est-ce que vous voyez maintenant en politique quelqu'un qui peut, qui a peut-être ressemblé un petit peu, tu sais, je sais pas, là, est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui pourrait aller dans le sens de la mentalité de René Lévesque? Est-ce qu'il y en a un qui touche un petit peu à l'âme de ce qui était René Lévesque? Ben, peut-être que je vais vous faire une réponse qui va être trop politique, là. Mais c'est très difficile de juger quelqu'un aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui a eu tout un passé puis une réussite. Puis en même temps, votre question nous amène à dire, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois ou Paul Saint-Pierre Plamondon ou M. Legault ou Mme Anglade, qui là-dedans est la meilleure. Ça, ce bout-là, je vais laisser ça à vos électeurs. Mes choix, à moi, sont faits. Oui. Moi, évidemment, je suis indépendantiste. Je souhaite que le Parti québécois réussisse à sortir de ses difficultés actuelles. Je suis très content qu'il y ait une relève. Il y a une relève politique au Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Mme Anglade, d'accepter de prendre la relève des libéraux qui sont en reconstruction. Oui. Puis, M. Legault, c'est comme le modèle grand-papa de la famille. Hein? Il est un peu, et puis c'est ça qu'il cultive, c'est père de la famille québécoise. Okay? Donc, les citoyens vont avoir à choisir qui ils veulent, mais en même temps, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de messie en politique. Là. Croire qu'il y a un messie qui va nous régler les problèmes, ça nous amène souvent à des drôles de décisions. Les conservateurs viennent de le vivre, le Parti québécois l'a vécu dans le passé. La politique, c'est un produit très intangible, là, très fluctuant. Puis, en bout de ligne, le jugement principal, c'est sur la confiance. Qui peut avoir notre confiance? Et ce que je trouve malheureux dans notre système, c'est que notre système électoral est vraiment celui du 19e siècle. Oui. Alors qu'on devrait aujourd'hui... Là-dessus, je peux le dire, moi, je suis très mécontent que M. Legault ait rejeté la proportionnelle parce que regardez ce qui arrive avec Éric Duhem, les conservateurs, puis les autres partis. Il y a un éparpillement du vote, mais dans notre système électoral, en bout de ligne, il y a des gens qui gagnent des élections avec 25-30 % du vote, alors que s'il y a 60 % des gens qui votent, puis que le gagnant a eu 30 % du 60 %, ça veut dire que c'est 18 % de la population qui l'ont élu. Là. Ça ne représente pas vraiment ce que les citoyens veulent. Et pour juger qui seraient les meilleurs leaders pour l'avenir, moi, je pense que c'est important que ce système-là soit changé parce que ça prend aujourd'hui des gens qui vont chercher leur leadership, pas juste par le fait qu'ils ont plus de députés derrière eux autres, mais par le fait qu'ils sont capables de porter des consensus. Et donc, notre mode électoral, là, il est à la veille de nous nuire très, très sérieusement, autant Québec qu'Ottawa. Moi, je demeure à Québec depuis quelques années. J'ai été très satisfait de la campagne électorale municipale. La dernière campagne municipale à Québec, en tout cas, il est sorti de là un nouveau maire qui a beaucoup de qualité, un chef d'opposition qui a beaucoup de qualité, un nouveau parti Transition Québec avec une femme qui... Puis, on l'a vu tout de suite là, dans la réaction à la crise. Si on compare Ottawa et Québec par rapport à la crise des camionneurs, c'est deux réalités complètement différentes. Le maire de Québec, la façon qu'il interagit avec son chef de police, avec les appuis, puis les partis d'opposition, l'appui de M. Legault, et tout ça a fait qu'on a géré ça de façon correcte, alors qu'à l'autre bout, ça virait en crise. Donc, des fois, c'est un détail, là. Donc, il faut être sensible à toutes ces choses-là. On est un peu dans une période de transition par rapport au choix parce que M. Legault, il va ressortir de là comme étant quelqu'un qui a bien assumé sa fonction de premier ministre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a renoncé à son objectif principal parce que quand il est venu en politique, il voulait réaliser son indépendance. Et ça, j'ai un peu de misère à lui pardonner. Je vous comprends. Et en terminant, M. Paul Crête, peut-être que j'aimerais vous demander... qu'est-ce que ça prend pour être un bon politicien en tant qu'humain, là? Hein? Qu'est-ce que ça prend? Si on veut aller en politique, si on veut aller
être député, si on veut être maire, mais ou député fédéral, provincial, peu importe? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend l'amour du monde, aimer être en contact avec les gens. Ça prend beaucoup d'abnégation, d'être capable d'accepter des critiques négatives, des frustrations. Ça prend quelqu'un qui est opportuniste aussi, qui sait tirer profit des situations. Et en gros, quelqu'un qui est prêt à donner une partie de sa vie, de l'énergie pour ces choses-là et qui a plaisir à ces relations-là, puis qui aime le challenge de vouloir changer les choses tout en sachant qu'il va y avoir beaucoup de frustration sur les changements réels qu'il va y avoir. Des fois, c'est pas aussi rapide qu'on voudrait, hein? Malheureusement. Ah, si M. Mandela avait dit je veux avoir ça dans 3 ans, il n'aurait pas passé 25 ans en prison ou 30 ans en prison avant de faire disparaître l'apartheid en Afrique du Sud. Hein? Puis, ce que vous dites là, peut-être qu'on n'a plus de temps, là, mais le timing est très important. Il y a des gens qui ont d'excellentes idées aujourd'hui, mais qui ne sont pas acceptés par la société, qui vont le devenir prochainement, et c'est quelqu'un d'autre qui va en tirer le bénéfice. C'est pour ça qu'il faut être capable de voir où on est rendu par rapport à où on était parti, puis accepter que le temps évolue, fasse qu'on obtienne des résultats. Puis moi, je vais finir ça en remerciant la population de m'avoir donné cette chance-là de les représenter pendant 15 ans. C'était la plus belle job de ma vie. Oh, ça finit tellement bien l'émission, M. Craig, voyons, de mentionner ça à la toute fin. C'est formidable. Donc, j'imagine que les citoyens se rappellent très bien de vous et que vous êtes toujours dans les gens, dans l'imaginaire et dans l'histoire, hein, ici, de la circonscription. Vous habitez à Québec, mais j'imagine que le Kamouraska est toujours dans votre cœur, hein, M. Craig? Oui, puis je vais finir comme je faisais quand j'étais député, je faisais l'émission hebdomadaire. Si vous avez besoin de me parler de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Craig. Merci pour l'intérêt.